Il y a une question sur ton système immunitaire que probablement personne ne t'a jamais posée et qui, lorsque tu l'entendras, changera sans doute la façon dont tu comprends non seulement l'hépatite B, mais aussi toute infection que ton corps est en train de combattre en ce moment sans que tu le saches, aujourd'hui et à l'avenir. La question est, qu'est-ce qui détermine si ton système immunitaire gagne ou perd une bataille? Ce n'est pas la chance. Ce ne sont pas non plus tes gènes, ni le fait que tu sois vacciné ou non. C'est l'état du terrain, c'est-à-dire ton corps, l'état de ton champ de bataille avant que l'ennemi n'arrive. Et pour comprendre pourquoi cette question et sa réponse sont importantes, il faut que je te raconte quelque chose à propos de l'hépatite B que presque personne ne sait non plus. 90% des adultes qui sont infectés par l'hépatite B l'éliminent seuls, sans antiviraux, sans hospitalisation, et beaucoup ne savent même pas qu'ils ont été infectés, car l'infection se produit sans provoquer de symptômes clairs et le corps la résout avant même que la personne ne fasse une analyse de sang. Et c'est ce qui arrive à 9 adultes humains sur 10. Non seulement ils l'éliminent, en fait, il se passe quelque chose d'encore mieux. Ils restent immunisés à vie et, dans leur analyse de sang, apparaît quelque chose qu'en médecine on appelle anti-HBs positif, avec HBsAg négatif, ce qui, traduit dans le langage de l'ingénierie, signifie le système immunitaire n'a pas seulement vaincu le virus, il l'a aussi transformé en son propre vaccin. Et maintenant, arrêtons-nous un instant, car ce que je viens de te dire est en réalité vraiment extraordinaire. Un virus que l'Organisation mondiale de la santé considère comme l'un des agents pathogènes les plus contagieux de la planète et qui est entre 50 et 100 fois plus contagieux que le VIH. Et il se trouve que 90% des adultes qui le rencontrent l'éliminent sans intervention médicale, sans même le savoir. Et non seulement cela, mais il reste protégé à jamais. Mais qu'en est-il des 10% restants? C'est cette question qui est à l'origine de cette vidéo. La question importante n'est pas de savoir ce qu'est l'hépatite B. Tu peux trouver la réponse à cela sur de nombreux sites web. Et la question clé ici est, qu'est-ce qui différencie ces deux groupes, les 90% et les 10%? Ou bien qu'ont les 90% de personnes que n'ont pas les 10% restants. Et cette chose qui manque chez les 10%, la question qui vient ensuite est, leur manque-t-elle toujours en ce moment même, alors que nous parlons? Parce que si la réponse n'est ni la chance ni les gènes, mais bien l'état du terrain avant que le virus n'arrive, alors cette vidéo, comme tu es en train de t'en rendre compte, ne parle pas de l'hépatite B. Elle parle de savoir si ton système immunitaire est prêt à gagner la prochaine bataille, une bataille que tu es probablement déjà en train de mener sans le savoir. Et encore une fois, arrêtons-nous un instant. En ce moment même, en regardant cette vidéo, il y a 3 types de personnes. D'un côté, il y a celui qui n'a jamais pensé à l'hépatite B, mais qui sait que son système immunitaire n'est pas au mieux de sa forme, qui attrape tout ce qui circule et qui met plus de temps que les autres à se rétablir. Ses transaminases étaient légèrement élevés lors de sa dernière prise de sang et le médecin lui a dit il n'y a pas longtemps « Ne t'inquiète pas, pour l'instant, nous allons surveiller ». Mais oui, bien sûr qu'il s'inquiète. Ensuite, il y a cet autre qui, à un moment de sa vie, a eu une analyse avec un anti-HBs positif et qui n'a pas très bien compris ce que cela signifiait. Et maintenant, pourtant, il sait que cela signifie que son corps a gagné une guerre sans qu'il le sache. Et enfin, il y a le porteur chronique, celui qui vit depuis des années avec un diagnostic que la médecine lui dit incurable, mais sans jamais lui expliquer pourquoi son corps n'a pas pu l'éliminer alors que, dans 90% des cas, c'est possible. Personne ne lui a jamais dit ce qui n'a pas fonctionné exactement et on lui a seulement donné un médicament à prendre à vie, en lui demandant de revenir tous les 6 mois pour un contrôle. Pour ce dernier, j'ai une information importante à la fin de la vidéo. Mais revenons aux 3 autres qui sont ici pour la même raison, car la question de fond est la même.
qu'est-ce qui détermine si le système immunitaire gagne ou perd? Et la réponse, comme nous allons le voir, ne se trouve pas dans le virus, mais sur le champ de bataille. Le virus de l'hépatite B ne choisit pas au hasard qui deviendra chronique. Il choisit le foie dont le champ de bataille était déjà compromis avant son arrivée. Cela, et c'est important, contrairement à la malchance ou au gène, c'est quelque chose que tu peux effectivement changer. Entrons dans les détails. Pour commencer, et afin de comprendre pourquoi le virus l'emporte chez 10% des personnes, il faut d'abord bien comprendre où se déroule la bataille, car elle ne se déroule pas là où la plupart des gens le pensent. Quand quelqu'un te parle de ton système immunitaire, il est fort probable que tu penses à quelque chose de diffus, de généralisé, à des globules blancs qui circulent dans le sang, qui détectent les menaces à distance et qui interviennent lorsqu'il y a un problème. Et pourtant, cela n'est que très partiellement et superficiellement vrai pour de nombreuses infections courantes. Mais en ce qui concerne le virus de l'hépatite B, cette description arrive bien trop tard, car le VHB ne transite absolument pas par la circulation sanguine générale avant d'atteindre son organe cible, le foie. En réalité, le VHB se dirige directement vers les cellules du foie, et c'est précisément ce qu'en virologie spécialisée on appelle un virus strictement hépatotrope. C'est-à-dire que sa seule cible est l'hépatocyte, autrement dit ta cellule hépatique. Et ce virus ne s'intéresse ni aux poumons, ni aux reins, ni aux muscles, il ne s'intéresse qu'au foie. Et cela signifie que la première ligne de défense contre lui ne peut pas être le système immunitaire général qui circule dans ton sang. Il doit s'agir d'une barrière de protection que tu possèdes déjà dans ton foie pour le cas où le virus arriverait, si jamais il arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que cette barrière existe bel et bien. Tu l'as. Ton foie possède sa propre armée résidente. On les appelle les cellules NK hépatiques. NK signifie Natural Killer, ce qui se traduit littéralement par tueuse naturelle. Et la première chose à savoir à leur sujet, c'est qu'elles ne sont pas des cellules de passage. Elles ne se rendent pas au foie lorsqu'il y a un problème. Elles vivent en permanence dans le foie, font partie de l'architecture de l'organe et représentent jusqu'à 50% de tous les lymphocytes résidant dans le foie. Pas 5%, 50%. C'est-à-dire que la moitié des cellules immunitaires qui résident en permanence dans ton foie sont des cellules spécifiquement conçues pour détecter et détruire les hépatocytes infectés avant que le virus n'ait le temps de se répliquer et de se propager. Et à leur côté se trouvent les cellules de Kupffer. Ce sont les macrophages résidents du foie, c'est-à-dire un autre type de cellule immunitaire qui ne vient pas non plus de l'extérieur et qui vit en permanence dans les sinusoïdes hépatiques, qui sont les canaux par lesquels le sang traverse le foie. Leur fonction dans ce cas est différente de celle des cellules NK, mais elle est complémentaire. Elles détectent les signaux de danger, engloutissent les agents pathogènes et activent la réponse inflammatoire locale avant que le problème ne devienne systémique. En termes d'ingénierie, elles sont un peu comme les capteurs d'alarme du système. Les cellules NK sont celles qui produisent les effets, c'est-à-dire celles qui détruisent, et les cellules de Kupffer sont celles qui donnent le signal. Et ces deux-là sont les populations cellulaires qui constituent la garnison complète du foie, ton armée résidente, et elles représentent la véritable première ligne contre le VHB. De plus, il y en a d'autres qui sont également tout aussi fondamentaux et importants, les lymphocytes T, CD, 8+. Mais ceux-ci arrivent généralement un peu plus tard en renfort et le font en passant par la circulation du flux sanguin. Ce sont des renforts spécifiques, une sorte de véritable armée de réserve située à l'arrière, dont je prendrai le temps de te parler plus en détail dans quelques minutes seulement. Eh bien, si tu as toute cette garnison et que cette garnison est en parfait état lorsque le virus arrive, alors ton foie devient un territoire hostile pour ce virus.
Dès son arrivée, le virus est détecté, les hépatocytes infectés sont marqués et détruits avant que la réplication ne puisse s'intensifier, de sorte que ton système immunitaire général n'a jamais besoin d'intervenir massivement. Et ce spectateur dont je te parlais, qui présente dans ses analyses un anti-HBS positif, c'est-à-dire celui qui a gagné la bataille sans le savoir, avait sa garnison en bon état. Mais si cette garnison est affaiblie, le virus gagne du terrain avant que les renforts n'arrivent. Et ce qui devrait être une bataille rapide, que le corps résout en quelques semaines, devient une guerre de position où le virus s'installe hépatocyte par hépatocyte pendant que le système immunitaire tente de gagner la bataille. Et c'est une infection qui, en réalité, a déjà pris de l'avance. Mais il y a quelque chose à propos de cette armée résidente qui t'aidera à rendre cette histoire encore plus précise. Et c'est quelque chose qui est directement lié à une information que tu connais probablement si tu as eu l'occasion de voir la vidéo sur ceux qui se réveillent sans savoir pourquoi à 3 heures du matin. Il se trouve que cette armée a un tour de garde. Les cellules NK ne fonctionnent pas de la même façon à toutes les heures de la journée. Leur activité cytotoxique, c'est-à-dire leur capacité réelle à détruire les hépatocytes infectés, suit un rythme de 24 heures. Et ce rythme est contrôlé par les mêmes gènes qui régulent ton horloge biologique générale, à savoir BMAL1, CLOCK et PER2. Le rôle exact et la fonction précise de ces gènes particuliers consistent à contrôler minutieusement l'instant précis au cours duquel les cellules NK vont produire puis libérer leurs armes biologiques de défense. La perforine, qui est la molécule qui perce la membrane de la cellule infectée pour pouvoir accéder à son intérieur, est la granzyme B, qui est celle qui pénètre par cet orifice et déclenche la mort programmée de la cellule. Et la production des deux oscille selon des cycles circadiens qui ont été documentés en laboratoire. Il y a des moments de la journée où cette armée est en état d'alerte maximale avec ses armes chargées et prêtes, et d'autres moments où son activité diminue naturellement. Chez les animaux nocturnes, le pic d'activité cytotoxique des cellules NK se produit pendant la phase sombre lorsque l'animal est actif. L'équivalent chez les êtres humains, qui sommes diurnes, indique que la période de plus grande vigilance immunitaire du foie se produit au début de la phase nocturne, c'est-à-dire pendant que tu dors. Et ce n'est pas que l'armée se repose pendant que tu te reposes, c'est exactement l'inverse. Le moment où ta garde hépatique est la plus opérationnelle coïncide avec les heures où ton corps dort et où les processus de réparation et de nettoyage sont à leur maximum. Ce que je te raconte là est une conception efficace. Concentrer la vigilance immunitaire au moment où l'organisme dispose de plus de ressources pour la soutenir. Mais ce tour de garde peut disparaître. Et lorsqu'il disparaît, le virus qui est entré dans ton corps trouve des fenêtres qui, auparavant, étaient pourtant fermées. Et dans un instant, nous verrons exactement comment et pourquoi cela peut arriver. Mais avant d'en arriver là, je dois te parler d'un troisième élément du champ de bataille qui est peut-être le plus fondamental de tous. Et c'est justement avec l'information que je vais te donner maintenant que la biophysique que je te présente sur cette chaîne t'apportera quelque chose que tu ne trouveras dans aucune autre explication conventionnelle sur l'hépatite B. L'intérieur de l'hépatocyte sain n'est pas seulement de la biochimie, c'est un environnement physico-chimique très précis qui détermine si cet hépatocyte peut ou non remplir sa fonction au sein du système immunitaire. Gerald Pollack, qui est un biophysicien de l'Université de Washington, a consacré des décennies à démontrer quelque chose que la biochimie conventionnelle avait négligé, que l'eau à l'intérieur et autour des cellules vivantes ne se comporte pas comme l'eau ordinaire. Elle s'organise en couches avec des propriétés électriques différentes de celles de l'eau libre. Et Pollack a appelé cela l'eau de zone d'exclusion. Et cette organisation est précisément celle qui maintient les gradients électrochimiques dont les mitochondries ont besoin pour produire de l'ATP efficacement. Sans cette organisation de l'eau, la machinerie énergétique de ta cellule commence à défaillir. Et si cela arrive, si la machinerie énergétique tombe en panne, tout le reste tombe en panne avec elle.
Parce que les mitochondries de l'hépatocyte ne sont pas seulement la source d'énergie de la cellule. Dans le contexte de l'hépatite B, elles sont aussi le détecteur d'alarme du système immunitaire. Et lorsqu'un hépatocyte est infecté par le VHB, ce sont ses propres mitochondries qui produisent les signaux moléculaires activant les cellules NK pour venir le détruire. C'est un signal qui dit « cet hépatocyte est compromis, il faut l'éliminer avant que le virus ne se réplique ». Et ce signal, comme je te le disais, vient des mitochondries de ce même hépatocyte. C'est la clé que presque personne ne mentionne. Si le micro-environnement de l'hépatocyte est dégradé, c'est-à-dire si l'eau structurée a perdu son organisation, si le potentiel de membrane a chuté ou si les mitochondries sont soumises à un stress oxydatif chronique, ce signal d'alarme s'atténue, devient plus faible. Et alors, les cellules NK reçoivent un signal confus alors qu'elles devraient en recevoir un clair. Et quand cela arrive, le virus a simplement plus de temps pour progresser. Et dans ce micro-environnement dégradé vit aussi le glutathion. C'est la molécule antioxydante maîtresse de l'hépatocyte, celle qui neutralise le stress oxydatif avant qu'il n'endommage les membranes et l'ADN mitochondrial. Le glutathion est, en gros, et pour que tu comprennes facilement, le système de maintenance de ton champ de bataille. Quand le champ est sain, le glutathion le maintient ainsi. Mais lorsque le champ est soumis à une pression chronique, le glutathion s'épuise. Et quand le glutathion chute, le micro-environnement commence à se détériorer de façon accélérée. Et pour l'instant, je m'arrête là, mais je reviendrai sur le glutathion avec plus de détails un peu plus tard, car c'est un élément central de tout ce que je t'explique. Lorsque ton environnement se détériore à cause d'une inflammation chronique de bas grade, d'une consommation régulière de fructose industrielle, d'huile végétale oxydée ou d'un stress oxydatif accumulé, tes mitochondries fonctionnent avec moins d'efficacité. Et alors, les signaux d'alarme que l'hépatocyte infecté devrait envoyer aux cellules NK sont atténués. Ce sont des signaux faibles alors qu'elles devraient être fortes. Mais tout ce que je viens de te décrire, c'est-à-dire le micro-environnement de l'hépatocyte, l'eau structurée, le glutathion ou les mitochondries comme détecteurs d'alarme, peut se dégrader pour de nombreuses raisons. Mais il existe pourtant un facteur insidieux et destructeur qui le dégrade bien avant tout autre élément, qui arrive bien plus tôt que le virus lui-même, qui agit silencieusement pendant des mois ou même de longues années sans jamais produire le moindre symptôme visible, et qui n'apparaît absolument dans aucune analyse médicale de routine habituelle. Ce n'est pas du tout une maladie rare et méconnue, ni même une condition physique exceptionnelle ou inhabituelle. C'est probablement, en plus, l'état de base d'une énorme proportion d'adultes qui, en ce moment même, ici avec nous, regardent cette vidéo. Et je fais référence au cortisol chronique. Et ce qu'il fait sur le champ de bataille que nous venons de décrire est d'une précision telle qu'il est nécessaire que nous nous y arrêtions. Et pour commencer, je dois te dire quelque chose d'important, et c'est vraiment très important. Le cortisol n'est pas ton ennemi. Et il est important de commencer par là, car ces dernières années, on en a tellement parlé que sa réputation l'a transformé en une sorte de méchant responsable de presque tous les problèmes de santé. Et cette simplification t'empêchera en réalité de comprendre ce qui se passe vraiment. Le cortisol est une molécule d'urgence. Lorsque ton cerveau détecte une menace réelle, un danger physique ou une situation qui exige une grande réactivité, qui requiert toute ta capacité de réponse immédiate, il active un système appelé axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et ici, tu vas voir, je t'explique un peu en détail pour que tu puisses suivre. L'hypothalamus est une structure de la taille d'une petite amande qui se trouve au centre du cerveau et qui agit comme le centre de commande du système nerveux autonome. Et ce système est celui qui régule tout ce que ton corps fait sans que tu le décides consciemment. L'hypophyse est une glande de la taille d'un petit pois qui pend juste en dessous de l'hypothalamus et qui traduit les ordres du cerveau en signaux hormonaux que le reste du corps peut comprendre.
Et les glandes surrénales, qu'on appelle aussi glandes suprarénales parce qu'elles sont situées juste au-dessus des reins, sont celles qui reçoivent ce signal hormonal et répondent en libérant du cortisol dans la circulation sanguine. Ce sont trois structures qui travaillent en cascade. L'hypothalamus donne l'ordre, l'hypophyse l'amplifie et les glandes surrénales l'exécutent en libérant du cortisol dans la circulation sanguine avec une précision millimétrique. Et ce que fait ce cortisol est extraordinaire. Il mobilise le glucose vers les muscles pour qu'ils aient du carburant immédiatement, aiguise la tension et la concentration et accélère ton rythme cardiaque. Mais il fait encore autre chose. Et ce quelque chose en plus, c'est justement ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Il supprime temporairement le système immunitaire. Oui, monsieur, il supprime le système immunitaire. Et il le fait non pas parce que le cortisol est défectueux, mais parce qu'en cas d'urgence réelle, combattre une infection devient une priorité secondaire. S'il y a un prédateur devant toi, ton corps ne peut pas se permettre de dépenser de l'énergie à fabriquer des lymphocytes T ou à maintenir actives les cellules NK du foie. Ton corps interprète que tu as besoin de toute cette énergie pour fuir ou pour te battre. Et supprimer le système immunitaire à un moment comme celui-là est tout simplement une décision évolutive parfaitement cohérente. Mais le problème n'est pas le cortisol, le problème c'est la durée, car l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ne fait pas la différence entre un danger physique réel qui dure 30 secondes et une dette que tu traînes depuis 3 ans et que tu as du mal à rembourser. Il ne fait pas la différence entre un prédateur et un patron qui te génère de l'anxiété à chaque fois qu'il t'envoie un message. Et il ne fait pas non plus la différence entre le stress qui sauve des vies et le stress qui est devenu ton état de base, ainsi que celui de l'immense majorité ou d'une grande partie des adultes. Et lorsque ce phénomène finit par se produire, quand ce taux de cortisol particulièrement élevé devient tout à fait chronique, quand il cesse enfin d'être une simple réponse ponctuelle d'urgence, pour devenir un bruit de fond permanent et omniprésent sur lequel tout le reste de votre corps fonctionne, alors ce qui était initialement un outil de survie se transforme en un véritable saboteur systématique de votre organisme. Et ce qu'il sabote dans le contexte de cette vidéo, c'est précisément le champ de bataille que je viens de te décrire. Et maintenant, si vous le voulez bien, permets-moi d'entrer plus précisément dans les détails techniques. Voyons ensemble quel est son mode d'action spécifique sur chacun de ces éléments constitutifs. En ce qui concerne les cellules NK hépatiques, l'effet produit est totalement direct et a été rigoureusement documenté lors d'expériences menées en laboratoire. Le cortisol supprime l'expression de la perforine et de la granzyme B, qui sont les deux molécules que les cellules NK utilisent pour détruire les hépatocytes infectés. Et je t'en ai parlé, eh bien, il les supprime. Et tu vois, ici l'important est de comprendre que l'armée résidente dont je t'ai aussi parlé ne disparaît pas. Elle reste là, elle est présente dans le tissu, mais elle se retrouve littéralement désarmée. Leurs soldats sont tous à leur poste de combat respectif, mais malheureusement, ils n'ont absolument plus aucune munition. Et ensuite, il y a ce deuxième bras du système immunitaire antiviral dont je t'ai aussi parlé, qui est également affecté, les lymphocytes TCD8+. Ce sont les renforts spécialisés qui arrivent depuis la circulation lorsque l'infection est déjà installée. Ce sont eux qui viennent soutenir les cellules NK lorsque la bataille se prolonge. Et sur ces lymphocytes TCD8+, le cortisol chronique accélère quelque chose qui, dans l'hépatite B chronique, est le mécanisme central de l'échec immunitaire. Ce mécanisme s'appelle l'épuisement immunologique. Mais pour comprendre ce qu'est l'épuisement, tu dois d'abord savoir ce que font les lymphocytes TCD8+, dans des conditions normales. Leur fonction est de détecter les cellules infectées par des virus et de les détruire.
Et pour pouvoir le faire, ils doivent s'activer, proliférer, se multiplier en grand nombre et rester en état opérationnel pendant toute la durée de l'infection. C'est très simple. Et pour tout cela, ils ont besoin d'un carburant moléculaire très spécifique appelé interleukine 2, qui est le signal leur indiquant de rester actifs, de continuer à se multiplier et à combattre. Mais il se trouve que le cortisol chronique supprime la production d'interleukine 2. Et sans ce carburant, les lymphocytes TCD8+ spécifiques contre le VHB perdent progressivement leur capacité à agir. Et tu vois, ce n'est pas quelque chose qui va t'arriver d'un coup, c'est quelque chose qui se produit de façon graduelle, petit à petit. Et ici entre en scène un personnage important, John Weary, qui est un chercheur de l'Université de Pennsylvanie et l'un des chercheurs les plus cités en immunologie des infections chroniques. Il a décrit ce processus avec une précision qui mérite que nous nous y arrêtions. Les lymphocytes T, lorsqu'ils sont épuisés, ne sont pas morts et ne sont pas non plus absents. Ils sont présents dans le foie et peuvent reconnaître le virus, mais ils ont progressivement perdu leur capacité à répondre. Ils perdent d'abord la production d'interleukine 2. Ensuite, ils perdent leur capacité cytotoxique, c'est-à-dire la capacité de détruire directement les hépatocytes infectés, puis ils perdent la production d'interféron gamma, qui est le signal coordonnant la réponse immunitaire plus large. Autrement dit, il se produit une paralysie progressive. Et dans les cas où l'hépatite B devient une infection chronique, c'est précisément cette signature immunologique caractéristique que l'on parvient à identifier chez les patients. Des lymphocytes T spécifiques contre le virus qui sont présents dans le foie, mais qui sont fonctionnellement paralysés. Et ce n'est pas que ton système immunitaire ne voit pas le virus, c'est que les soldats qui devraient l'éliminer ont perdu un à un les outils dont ils ont besoin pour agir. Et celui qui accélère précisément ce processus de perte, c'est le cortisol chronique. Mais pourtant, l'histoire ne s'arrête absolument pas là. Elle continue encore. Le cortisol chronique a un troisième effet sur le foie en tant qu'organe qui vient boucler la boucle. Ce processus favorise le stockage de graisse dans l'hépatocyte. Et cela constitue l'un des mécanismes clés à l'origine du foie gras non alcoolique. Et ce que fait cette graisse au micro-environnement de l'hépatocyte, je vais te l'expliquer en détail pour que tu comprennes bien, car cette accumulation de graisse est l'un des 3 destructeurs de ton champ de bataille. Et il y a un 4e effet, et celui-ci est peut-être le plus subtil, mais il est directement lié à quelque chose que nous avons déjà vu auparavant, le tour de garde des cellules NK. Rappelle-toi que ce tour de garde n'apparaissait pas spontanément. Il est programmé par l'horloge moléculaire du foie et cette horloge, pour savoir à quel point du cycle elle se trouve, a besoin d'une série de références externes et l'une des plus importantes est le propre rythme du cortisol. Le cortisol a un cycle physiologique précis avec un pic prononcé au réveil qui indique au corps que la journée commence et une chute progressive tout au long de la journée jusqu'à atteindre son niveau minimum pendant la nuit. Et lorsque ce cycle fonctionne clairement, l'horloge hépatique l'utilise comme un signal de synchronisation. Elle sait quand il fait jour et quand il fait nuit. Elle sait quand activer le tour de garde maximal des cellules NK et quand ne pas le faire. Et lorsque le cortisol devient chronique, il s'avère que ce cycle s'aplatit. Le pic matinal s'atténue et le niveau nocturne ne baisse pas suffisamment. Et alors, l'horloge hépatique perd son point de référence. Et quand cela arrive, les cellules NK perdent avec elles leur fenêtre de performance maximale et ce tour de nuit dont je te parlais tout à l'heure est désactivé. Et le plus beau, c'est que cela arrive exactement au moment où tu en as le plus besoin dans ta vie. Un individu qui présente un niveau de cortisol chroniquement élevé, s'il se retrouve exposé au virus de l'hépatite B, se verra contraint de devoir affronter cette exposition, avec 4 systèmes biologiques majeurs simultanément compromis en même temps. Les cellules NK désarmées
sans perforine ni granzyme B, en quantité suffisante pour détruire les hépatocytes infectés avec les lymphocytes TCD8+, en processus accéléré d'épuisement et perdant progressivement leur capacité d'action, avec le foie ayant tendance à accumuler de la graisse, ce qui dégrade le micro-environnement nécessaire au bon fonctionnement de la réponse immunitaire, et avec l'horloge circadienne hépatique désynchronisée qui supprime la fenêtre nocturne de vigilance immunitaire maximale. Et tu vois, ce n'est pas que cette personne ait moins de chances de faire partie des 90%. Non, c'est qu'elle pousse activement vers les 10%. Et ce qui rend cela particulièrement pertinent et particulièrement urgent, c'est que le cortisol chronique n'est pas une condition médicale rare. Il n'apparaît dans aucun diagnostic et n'a pas non plus de code dans la classification internationale des maladies. Et il est plus que probable que ce soit l'état basal d'une énorme proportion des adultes qui regardent cette vidéo en ce moment même. Le stress au travail qui ne semble pas avoir de fin visible, des dettes qui génèrent une tension constante en toile de fond au quotidien, des relations humaines qui provoquent une anxiété chronique, l'utilisation du téléphone ou de la télévision jusqu'à tard le soir, un sommeil fragmenté, se réveiller à 3 heures du matin. Tu n'as pas besoin d'être malade pour avoir le système immunitaire compromis. Il suffit d'avoir passé 2 ans avec un niveau de stress que beaucoup d'entre nous ont simplement appris à appeler normal. Et ce stress chronique a 3 conditions et 3 conséquences structurelles sur le champ de bataille hépatique, qui sont silencieuses, qui ne génèrent pas de symptômes clairs tant que les dommages ne sont pas installés depuis des années et que ton médecin ne va pas détecter lors d'un examen de routine. Et non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que la médecine conventionnelle ne les classe pas comme une maladie tant que la détérioration n'est pas significative. Et voici les 3 destructeurs de ton champ. Et ce sont ces 3 états dont je vais te parler maintenant. Le premier destructeur, le foie gras silencieux. Quand quelqu'un entend parler de foie gras, il pense au foie d'un alcoolique, à quelqu'un qui a une alimentation clairement désordonnée, à un cas extrême et visible qui n'a rien à voir avec lui. Mais cette façon de l'interpréter est une erreur, et c'est une erreur qui pourrait en plus avoir des conséquences graves, car le foie gras non alcoolique, c'est-à-dire la stéatose hépatique qui touche des personnes qui ne boivent pas et qui mangent ce que la société considère comme raisonnablement sain et qui ont un poids normal ou presque normal, est aujourd'hui la maladie hépatique la plus répandue dans le monde occidental. On estime qu'entre 25 et 30% des adultes dans les pays occidentaux en sont atteints à des degrés divers. Et la plupart ne le savent pas, car à ses débuts, elle ne provoque pas de symptômes et n'altère pas les valeurs habituelles de votre prise de sang de routine. Et la question que tu te poses probablement est comment la graisse arrive-t-elle dans l'hépatocyte si je ne consomme pas d'alcool ou seulement de façon occasionnelle? Et si en plus je mange bien? Eh bien, il se trouve qu'il existe 3 voies principales et les 3 sont présentes dans l'alimentation que la plupart des adultes considèrent comme acceptable. La première, c'est la fructose industrielle, et je ne parle pas du fructose contenu dans le fruit entier, celui qui est accompagné de fibres et qui est absorbé lentement. Je parle du fructose industriel qui est ajouté dans les sodas, les jus en bouteille ou les produits ultra transformés, ainsi que dans la plupart des aliments portant l'étiquette light ou sans sucre ajouté au supermarché. Ce fructose ne circule pas comme le glucose. Elle va directement au foie, qui est le seul organe capable de la métaboliser, et là, elle se transforme en graisse avec une efficacité que le glucose n'a pas. Robert Lustig, un endocrinologue pédiatrique de l'Université de Californie à San Francisco, documente exactement ce mécanisme depuis 2 décennies. Son travail sur le métabolisme hépatique du fructose a démontré quelque chose que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que tu saches. Le foie ne traite pas le fructose industriel comme un nutriment. Il le traite comme une toxine dont il faut absolument se débarrasser. Et la conséquence directe et absolument inévitable de ce processus biologique,
c'est l'accumulation de graisse intra-hépatique. Ceci se produit totalement indépendamment du nombre total de calories que tu consommes chaque jour et de ton poids corporel actuel. Ce qui veut dire qu'un foie qui peut sembler parfaitement normal sur la balance peut déjà avoir son micro-environnement compromis. La deuxième voie concerne les huiles végétales raffinées riches en acide linoléique, qui est l'oméga 6 industriel présent dans l'huile de tournesol, l'huile de maïs, les aliments frits de la plupart des restaurants et pratiquement dans tout produit transformé contenant de l'huile végétale sur son étiquette. Cet acide linoléique oxydé ne reste pas dans le tissu adipeux. Il s'incorpore aux membranes des hépatocytes et dégrade leur fluidité électrique. Et cette fluidité dégradée est la même fluidité qui permet aux mitochondries de fonctionner efficacement ou non, celle qui permet ou non que les signaux d'alarme soient correctement transmis aux cellules NK. La troisième voie est la résistance à l'insuline subclinique. C'est l'état préalable à un diabète de type 2 qui peut s'installer pendant des années et qui n'apparaît pas non plus dans aucune analyse avec des valeurs d'alerte claires. Lorsque les cellules du corps deviennent résistantes à l'insuline, ce qui se passe, c'est que ton pancréas compense en produisant plus d'insuline et cette insuline élevée de façon chronique envoie au foie un signal continu de stockage des graisses. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la graisse en tant que problème métabolique en soi. Ce qui nous intéresse, c'est ce que cette graisse fait au micro-environnement de l'hépatocyte, car c'est exactement ce que je t'ai décrit il y a quelques minutes, mais que nous pouvons maintenant comprendre avec beaucoup plus de détails. Dans un hépatocyte qui commence à présenter les premiers signes d'une stéatose hépatique, ces mitochondries se retrouvent soumises à un état de stress oxydatif permanent et chronique. Lorsque ce phénomène se produit, l'eau structurée qui entoure normalement les protéines intracellulaires, c'est-à-dire cette organisation moléculaire spécifique que Gerald Pollack a décrite comme étant la base fondamentale du fonctionnement électrique de la cellule, finit par perdre totalement son organisation. Par conséquent, le potentiel de membrane diminue de façon significative et la production d'énergie vitale sous forme d'ATP chute alors brutalement. Et les signaux d'alarme que cet hépatocyte devrait envoyer aux cellules NK lorsqu'il est infecté par le VHB s'atténuent ou se déforment. Et c'est précisément à ce moment précis que le glutathion intervient et entre en scène d'une manière absolument cruciale et déterminante. Le glutathion est la molécule antioxydante maîtresse de l'hépatocyte. C'est celle que le foie fabrique lui-même pour neutraliser le stress oxydatif avant qu'il n'endommage les membranes, l'ADN mitochondrial et les protéines fonctionnelles. Dans un hépatocyte sain, le glutathion maintient ce qu'on appelle l'équilibre redox du micro-environnement. Et redox est l'abréviation de réduction-oxydation, c'est-à-dire l'équilibre entre les molécules qui donnent des électrons et celles qui les captent. Et lorsque cet équilibre se rompt en faveur de l'oxydation, les membranes cellulaires sont endommagées, l'ADN mitochondrial se détériore et les protéines qui assurent le fonctionnement de la cellule perdent leur forme et leur fonction. Le glutathion est le système qui empêche que cela se produise. Et c'est, en termes d'ingénierie, le système de maintenance de ton champ de bataille. En résumé, c'est lui qui maintient ton terrain en conditions opérationnelles pour que ta réponse immunitaire puisse fonctionner. Mais l'hépatocyte, avec une stéatose naissante, est soumis à un stress oxydatif chronique qui consomme le glutathion plus rapidement que le foie ne peut en produire. Et lorsque le glutathion chute, la détérioration du micro-environnement s'accélère. Les mitochondries sont moins protégées, les signaux d'alarme s'affaiblissent encore davantage et la fenêtre d'opportunité pour le virus s'élargit. Pour les cellules NK et pour les cellules de Kupfer qui constituent le système immunitaire résident de ton foie, l'hépatocyte avec une stéatose naissante, c'est-à-dire avec de la graisse, n'est pas un hépatocyte malade selon les critères des analyses.
Ces transaminases peuvent être dans une plage normale. Son échographie peut montrer seulement une légère accumulation de graisse que le radiologue mentionne en passant et que ton médecin généraliste classe en te disant de surveiller ton alimentation, ton régime. Mais ces signaux intracellulaires sont plus difficiles à déchiffrer. Son micro-environnement n'est plus le champ de bataille hostile que le virus rencontrerait dans un hépatocyte sain et, par conséquent, la réponse immunitaire prendra plus de temps, le virus aura plus de temps. Et si c'était ton cas, ton foie serait en train de tendre vers les 10%. Voyons maintenant le destructeur numéro 2, la perturbation circadienne. Si tu as vu la vidéo de la série sur le sommeil, celle où tu te réveilles à 3 heures du matin, tu as déjà une partie du contexte. Et ici, l'angle est spécifiquement hépatique. Et cela ajoute quelque chose que nous n'avons pas encore vu ensemble. Le foie possède l'horloge moléculaire la plus puissante du corps après le noyau suprachiasmatique. Le noyau suprachiasmatique est une minuscule structure composée d'à peine 20 000 neurones et de la taille d'un grain de riz. Il se trouve dans l'hypothalamus, juste au-dessus de l'endroit où les nerfs optiques des deux yeux se croisent, et il agit un peu comme le pacemaker central de l'organisme. C'est le chef d'orchestre qui coordonne tous les rythmes biologiques du corps, depuis le moment où tu produis de la mélatonine jusqu'à celui où ta température corporelle atteint son point le plus bas pendant la nuit. Tout le système circadien de l'organisme se synchronise avec lui. Et le foie, avec sa propre horloge moléculaire interne contrôlée par deux protéines appelées BMAL1 et CLOCK, est l'organe périphérique qui suit ce pacemaker avec la plus grande fidélité et précision. Et ces protéines ne sont pas une simple curiosité moléculaire. Elles constituent le système de contrôle qui régule quand le foie traite les toxines, quand il synthétise des protéines, quand il active la régénération cellulaire et, ce qui nous intéresse directement, quand le service de garde des cellules NK atteint son pic d'activité. Pense-y d'un point de vue ingénierie. Je t'ai dit que les cellules NK ont un tour de garde, que leur activité cytotoxique fluctue au cours des 24 heures. Mais ce tour de garde n'apparaît pas spontanément. Il est programmé par l'horloge moléculaire du foie, BMAL1 et CLOCK. Ce sont elles qui déterminent le moment où la garde atteint son maximum et celui où elle baisse naturellement. Et lorsque cette horloge fonctionne avec précision, il existe une fenêtre nocturne de surveillance immunitaire accrue. Les cellules NK sont à leur niveau maximal d'opérativité et les systèmes de détection des hépatocytes infectés sont à leur sensibilité maximale. Tout virus qui a gagné du terrain pendant la journée se heurte durant cette fenêtre nocturne à la résistance la plus élevée que le foie puisse offrir. Mais lorsque tu passes des mois ou des années à mal dormir, à des heures irrégulières ou de façon fragmentée, cette garde nocturne cesse de fonctionner avec précision. Et la fenêtre durant laquelle les cellules NK sont à leur niveau maximal d'opérativité se rétrécit ou disparaît complètement. Et ici, je dois être précis sur ce que signifie chronique. Tu vois, je ne parle pas de veiller tard un vendredi soir. Je parle du schéma qui s'est installé depuis des mois ou des années dans la vie d'une très grande proportion d'adultes et d'adolescents. Des écrans à lumière bleue jusqu'à tard dans la nuit qui suppriment la mélatonine et retardent l'endormissement. Une première prise alimentaire de la journée avant que le corps n'ait terminé sa phase de jeûne nocturne. Et cela a pour effet de désynchroniser le signal temporel que le foie utilise pour savoir à quel point du cycle il se trouve. Ou des changements dans les horaires de sommeil de plus de 90 minutes entre les jours de semaine et le week-end, ce qui provoque ce que l'on appelle en chronobiologie un jet lag social, c'est-à-dire un dérèglement permanent de l'horloge interne, qui, pour que tu comprennes, équivaut à traverser 1, 2 ou 3 fuseaux horaires chaque semaine sans avoir quitté ta maison. Tout cela suffit à désynchroniser l'horloge hépatique de manière significative. Et lorsque BMAL1 et CLOCK perdent leur rythme de référence, l'oscillation circadienne de l'activité des cellules NK s'aplatit,
Ce n'est pas que l'armée se retrouve sans soldats, c'est que les soldats perdent leur période de pleine efficacité. Le foie conserve une surveillance immunitaire uniforme, mais affaiblie pendant 24 heures au lieu de bénéficier d'une garde renforcée au moment critique. Et le virus de l'hépatite B, qui se réplique en cycle suivant également des schémas temporels, peut trouver dans ce foie désynchronisé des fenêtres qui auparavant étaient tout simplement fermées. Ton foie a un service de nuit et lorsque tu ne dors pas régulièrement, ce service reste vide. Et maintenant, passons au troisième destructeur, le stress oxydatif chronique. C'est le plus systémique des trois et c'est celui qui relie tout ce que nous avons vu jusqu'à présent en un seul mécanisme. Je t'ai parlé du glutathion en décrivant le destructeur précédent. Et maintenant, il est temps de le comprendre en profondeur, car c'est l'élément qui relie le foie gras, la perturbation circadienne et le stress oxydatif en un seul processus de détérioration. Le glutathion est une petite molécule, un tripeptide composé de 3 acides aminés que l'hépatocyte fabrique en continu à l'intérieur de lui-même. Sa fonction principale est de neutraliser les radicaux libres et les espèces réactives de l'oxygène avant qu'ils n'endommagent les membranes cellulaires, l'ADN mitochondrial et les protéines qui assurent le fonctionnement de la cellule. En termes d'ingénierie, c'est le système de maintenance du micro-environnement, comme je te l'ai déjà indiqué il y a quelques minutes. C'est lui qui maintient le champ de bataille dans des conditions opérationnelles. Mais le glutathion ne travaille pas seul. Pour accomplir sa tâche, il a besoin de cofacteurs spécifiques que le corps ne peut pas fabriquer lui-même et qu'il doit obtenir par l'alimentation ou la supplémentation. Et ces cofacteurs sont au nombre de 4. Le premier est le sélénium. Le sélénium est le cofacteur indispensable de la glutathion peroxydase, qui est l'enzyme que le glutathion utilise pour neutraliser le stress oxydatif. Sans sélénium, le glutathion est présent dans la cellule, mais il ne peut pas accomplir sa fonction. C'est exactement comme avoir une clé sans la serrure qu'elle ouvre. Et le déficit en sélénium, que les études de prévalence montrent comme étant significativement plus fréquent que ce que la médecine conventionnelle reconnaît dans les pays occidentaux, ne produit pas de symptômes identifiables. Tu ne ressentiras rien et tu ne recevras aucun signal d'alarme et ton hépatocyte perd progressivement sa capacité de défense antioxydante et cela se fait en silence. Le deuxième cofacteur essentiel est le zinc, un élément nécessaire au fonctionnement des métalloenzymes, soutenant la réponse immunitaire au niveau intracellulaire, ainsi qu'à la maturation correcte des lymphocytes T. Il faut savoir que le zinc sérique est le dernier marqueur biologique à chuter, lorsque ton organisme est en état de déficit. Et lorsque le déficit fonctionnel apparaît dans une analyse, cela signifie qu'il est déjà présent dans tes tissus depuis un certain temps et il est important que tu le saches. Le troisième élément est la N-acétylcystéine. Et celle-ci n'agit pas comme un antioxydant direct, mais comme un précurseur de la cystéine, qui est l'acide aminé limitant dans la synthèse du glutathion. Et pour le dire plus simplement, le foie peut fabriquer plus de glutathion s'il dispose de cystéine et sans elle, la production est limitée, même si tu as suffisamment de sélénium et de zinc. Et le quatrième est la glycine, qui est l'autre acide aminé impliqué dans la synthèse du glutathion et qui est le plus souvent ignoré. La glycine est aussi l'acide aminé le plus abondant dans le collagène. Et son déficit dans l'alimentation moderne qui a drastiquement réduit la consommation de gélatine, de cartilage et de morceaux de viande contenant du tissu conjonctif est plus important qu'il n'y paraît. Ses conséquences sont concrètes. Sans suffisamment de glycine, le foie ne peut pas compléter la synthèse du glutathion, même s'il dispose de sélénium, de zinc et de cystéine. Et c'est le dernier maillon de la chaîne qui, s'il manque, empêche la chaîne de se refermer. Et l'hépatocyte se retrouve avec un système de défense antioxydant incomplet, même si tous les autres cofacteurs sont présents. Eh bien, tu viens de voir que le glutathion a besoin de 4 cofacteurs spécifiques pour pouvoir être fabriqué et fonctionner. Et cela signifie que sa capacité à se régénérer lorsqu'il s'épuise n'est pas illimitée.
Cela dépend directement du fait que ces 4 cofacteurs soient disponibles en quantité suffisante et au bon moment. Et c'est là précisément que réside le problème. Parce que lorsque le stress oxydatif chronique se maintient pendant des mois ou des années à cause d'une alimentation pro-inflammatoire, d'huile végétale oxydée, de médicaments hépatotoxiques utilisés sur le long terme, comme certains anti-inflammatoires, ou d'un cortisol chronique que nous connaissons déjà, alors le glutathion s'épuise plus rapidement que l'hépatocyte ne peut le reconstituer. La demande dépasse la production. Et lorsque le glutathion tombe en dessous du seuil fonctionnel, les systèmes de défense intracellulaires commencent à défaillir en chaîne. Mais cela ne se produit pas de façon spectaculaire. Il n'y a pas de symptômes clairs ni de signal d'alarme dans tes analyses de routine. Mais l'hépatocyte qui fonctionne avec des réserves de glutathion au minimum n'est plus le même que celui dont les réserves sont intactes. Sa capacité à maintenir le micro-environnement redox nécessaire à la réponse immunitaire est compromise. Sa résistance à l'invasion virale est moindre et sa capacité à envoyer des signaux d'alarme clairs aux cellules NK est réduite. Il existe un nom scientifique pour le mécanisme qui explique pourquoi le corps atteint cet état. Et il vient de l'un des biochimistes les plus cités de l'histoire de la médecine moderne. Son nom est Bruce Ames. C'est un chercheur des NIH depuis 4 décennies avec plus de 550 articles publiés dans des revues scientifiques de premier plan. Et alors que j'enregistre cette vidéo, il a plus de 90 ans et continue de travailler dans son laboratoire. Et cela, en soi, en dit déjà long sur ce qu'il a découvert. En 2006, il a publié dans PNAS, l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde, ce qu'il a appelé la théorie du triage micronutritionnel. Et l'idée est la suivante. Lorsque ton corps n'a pas assez de micronutriments pour couvrir tous ses besoins simultanément, il ne s'arrête pas. Il choisit, il distribue ce qu'il a là où c'est le plus important pour la survie immédiate et abandonne les positions qu'il considère comme moins critiques à court terme. Qui reçoit les ressources en premier? Les organes vitaux, le cœur, le cerveau et les reins. Et les processus de réparation à long terme, ceux-là les reçoivent après. Dans le cas des systèmes de défense des tissus comme le foie, qui peuvent se détériorer pendant des mois ou des années sans produire de symptômes visibles, ils restent en bout de fil. L'hépatocyte dont les réserves de glutathion sont au minimum n'est donc pas un hépatocyte qui a échoué dans sa fonction de base, c'est un hépatocyte qui a été relégué dans la hiérarchie des priorités d'un corps occupé à gérer une pénurie chronique de ressources. Lorsque tes transaminases augmentent dans tes analyses, ce que tu observes est le résultat tardif de ce triage. C'est en réalité un signal fort qui t'indique que ton propre organisme choisit contre toi depuis déjà un certain temps. Et cela se produit sans même que tu ne le saches vraiment. Et ce que je te dis n'est pas une supposition théorique, c'est le résultat réel pour une proportion très élevée d'adultes dans le monde d'aujourd'hui. Pour résumer, je viens de te présenter les 3 destructeurs. Aucun d'entre eux n'apparaît sous un nom dans tes analyses de routine et aucun n'est normalement détecté lors d'un examen standard. Et pourtant, les 3 s'alimentent mutuellement dans un cercle qui a le cortisol chronique comme carburant commun. Le foie gras dégrade le micro-environnement de l'hépatocyte et épuise le glutathion. Le glutathion épuisé amplifie le stress oxydatif. Le phénomène de stress oxydatif vient perturber de manière significative le fonctionnement de l'horloge moléculaire interne de l'hépatocyte, et cette perturbation circadienne entraîne une suppression de la surveillance immunitaire effectuée par les cellules NK. Et parallèlement à tout cela, durant cette même période, le cortisol chronique neutralise et désarme progressivement ces mêmes cellules tueuses naturelles NK, contribue à accélérer de manière significative l'épuisement des lymphocytes T, favorise activement le dépôt de graisse au niveau hépatique et finit par aplatir totalement le rythme biologique circadien qui synchronise pourtant l'ensemble de tout ce qui précède. Comme tu dois sûrement le comprendre maintenant, il ne s'agit pas du tout d'une succession rigoureusement linéaire de causes et d'effets directs,
mais plutôt d'un cercle vicieux et complexe. Et c'est précisément ce cercle-là qui, très silencieusement et pendant de longues années, prépare minutieusement le terrain où 10% des gens finissent par perdre une bataille, que les 90% restants gagnent pourtant chaque jour sans même le savoir, de manière totalement inconsciente. Eh bien, maintenant que tu sais exactement ce qui détruit le champ de bataille, je peux commencer à t'expliquer comment le reconstruire. Tout ce que tu as entendu jusqu'à présent est le diagnostic du terrain, l'armée résidente du foie, et pourquoi elle constitue la première véritable ligne de défense contre le VHB, le micro-environnement de l'hépatocyte, et pourquoi son état détermine si la bataille peut être menée correctement. Le cortisol chronique agit comme un véritable saboteur de l'ombre, qui s'attaque à 4 systèmes biologiques fondamentaux en même temps. Et voici les 3 destructeurs majeurs qui construisent patiemment brique après brique. Ce terrain miné et dangereux où les 10% finissent par tout perdre. Maintenant vient l'autre partie. Et l'autre partie n'est pas une liste de compléments alimentaires, c'est une logique de reconstruction avec une hiérarchie précise. Car commencer par le mauvais vecteur n'est pas seulement inefficace. Dans certains cas, cela peut même être directement contre-productif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de faire une pause. Cette chaîne existe parce que je crois que l'information partagée ici mérite d'atteindre tout le monde, sans filtre, sans sponsor, sans aucun compromis avec qui que ce soit. Et j'aimerais que cela reste ainsi. Mais maintenir cette indépendance a un coût réel en temps, en études et en recherche de littérature scientifique, ainsi qu'en heures de préparation de chaque script et de chaque vidéo. Ce que tu viens d'entendre, pourquoi le foie possède sa propre armée résidente, comment le cortisol chronique la désarme avant même qu'aucun virus n'arrive, quels sont les 3 états silencieux qui préparent le terrain pendant lesquels 10% perdent une bataille que 90% gagnent sans le savoir. C'est le genre de contenu qui demande du temps de travail, de vérification scientifique avant de pouvoir être présenté avec la solidité qu'il mérite. Et tout cela a un coût. Si tu as le sentiment que ce que tu apprends ici change ta façon de comprendre ta santé, si tu crois que ta vie s'améliore ou peut s'améliorer grâce à ce que tu apprends, il existe un moyen de permettre à ce travail de se maintenir et de continuer à grandir. Devenir membre de la chaîne et soutenir mon travail comme mécène avec une petite contribution, si tu le peux, si cela t'est possible. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu feras partie d'une communauté plus proche où la conversation pourra être plus directe et plus approfondie. Et lorsque tu auras besoin de moi, si tu as une question sur ce que tu viens d'entendre, sur la façon de l'appliquer à ta situation concrète, ou sur ce qu'il faut demander lors de ta prochaine analyse, ou ce qu'il faut dire à ton médecin, je pourrai te consacrer plus d'attention et de soin dans ma réponse. Et cela signifie aussi autre chose que je construis petit à petit. Une sélection de ressources vérifiées qui sont des produits dont je parle sur la chaîne, dont je connais la qualité et pour lesquels je peux répondre. Parce qu'une des choses que vous me demandez le plus souvent, c'est où trouver ce que je recommande avec de vraies garanties. Eh bien, si tu veux et que tu peux franchir ce pas, le lien se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous et sur la page d'accueil de la chaîne. Et si tu ne peux pas ou si ce n'est pas le moment, la chaîne reste tout autant la tienne. Rien ne changera dans ce que tu reçois ici et je continuerai à faire de mon mieux pour t'aider. Merci beaucoup et je continue. Je te parlais de la hiérarchie parce que la hiérarchie compte puisque les 4 vecteurs que je vais te présenter ne sont pas indépendants les uns des autres. Chacun crée les conditions qui permettent au suivant de mieux fonctionner. Et sauter le premier pour commencer par le 3e, c'est comme essayer de restaurer la signalisation électrique d'une cellule sans lui avoir d'abord donné l'environnement aqueux dont elle a besoin pour conduire ce signal. L'ordre donc n'est pas arbitraire. Vecteur 1, rétablir le rythme circadien hépatique. C'est le premier, et non pas parce que c'est le plus spectaculaire, mais parce que sans lui, aucun des 3 autres vecteurs ne fonctionnera au maximum. Le vecteur circadien hépatique est le chef d'orchestre. Si le chef d'orchestre ne donne pas le tempo avec précision, les musiciens jouent de manière désordonnée, même s'ils sont individuellement de bons musiciens et qu'ils ont de bons instruments. L'horloge moléculaire du foie a besoin de 2 signaux pour se resynchroniser, pas d'un, mais de 2.
et les deux sont des informations, pas des molécules. Elles ne nécessitent aucun produit externe, il suffit simplement de comprendre ce que ton comportement quotidien communique à l'horloge de ton foie. Le premier signal, c'est la lumière. Lumière solaire directe dans la première heure après le réveil, sans vitre et sans lunettes de soleil. Et ici, il ne s'agit pas de vitamine D qui est aussi synthétisée grâce à la lumière du soleil, mais de quelque chose de plus immédiat et de plus précis. La lumière du matin qui pénètre par la rétine active une voie neuronale qui arrive directement au noyau suprachiasmatique, le pacemaker central du cerveau dont je t'ai parlé, et de là, elle est transmise à l'horloge moléculaire du foie via le système nerveux autonome. Et ce signal indique au foie qu'il fait jour, que le cycle a commencé, que la garde de nuit est terminée et qu'il est temps de passer à une autre phase du programme. Sans ce signal, l'horloge hépatique fonctionne avec une référence imprécise et une horloge avec une référence imprécise ne peut pas programmer avec exactitude le tour de garde des cellules NK. Le deuxième signal est l'horaire de la première prise alimentaire. Le foie possède ce qu'en chronobiologie on appelle un Zeitgeber alimentaire, c'est-à-dire une sorte de donneur de temps nutritionnel. Le tout premier repas de la journée transmet directement à l'horloge hépatique un signal de position, lui indiquant ainsi à quel point du cycle biologique elle se trouve précisément. Et si cette première prise alimentaire arrive avant que le corps ait terminé sa phase de jeûne nocturne et sa fenêtre de nettoyage autophagique, l'horloge hépatique reçoit un signal confus. C'est comme dire à l'horloge qu'il est 8 heures du matin alors qu'en réalité il est 5 heures. Si le repas arrive au bon moment, pas avant que le soleil soit sur l'horizon depuis au moins 1 heure et idéalement un peu plus tard, le signal est net et l'horloge peut fonctionner avec précision. Lumière du matin et fenêtre alimentaire bien établie. Ces deux actions combinées, maintenues avec constance pendant plusieurs semaines, constituent l'intervention la plus efficace sur l'horloge hépatique et ne nécessitent aucun achat. Et comme je te le dis sur la chaîne, ce n'est pas un complément, c'est de l'information et ton foie attend depuis des mois de la recevoir. Vecteur 2. Restaurer le micro-environnement redox. Une fois que l'horloge est en cours de resynchronisation, le deuxième vecteur prend tout son sens. Avant, non, car sans rythme circadien restauré, l'absorption et l'utilisation des cofacteurs que nous allons voir sont compromises dès le départ. Le moment où le corps absorbe et distribue les micronutriments n'est pas neutre. Cela dépend de l'horloge. Et ce que nous allons faire dans ce vecteur, c'est réapprovisionner dans le bon ordre les 4 faux cofacteurs que les 3 destructeurs ont épuisés et dont l'hépatocyte a besoin pour restaurer son système de défense antioxydant. Le premier est le sélénium, nous l'avons déjà vu, c'est le cofacteur indispensable de la glutathion peroxydase, l'enzyme que le glutathion utilise pour accomplir son travail, et sans sélénium, le glutathion est présent mais il ne peut pas agir. Et l'image qui le décrit sans doute le mieux, c'est précisément celle d'avoir la clé en main, mais de ne pas trouver la serrure correspondante que cette clé est censée ouvrir. Il faut savoir que les noix du Brésil représentent de loin la source alimentaire naturelle la plus incroyablement concentrée en sélénium organique que l'on puisse trouver. 2 ou 3 noix par jour apportent la quantité dont l'hépatocyte a besoin sans s'approcher du seuil de toxicité. Et si l'on opte pour une supplémentation directe, la forme ayant la biodisponibilité la mieux documentée est la sélénométhionine. Le deuxième est le zinc. Il est nécessaire pour les métalloenzymes qui soutiennent la réponse immunitaire intracellulaire et pour la maturation correcte des lymphocytes T, qui sont ces mêmes lymphocytes TCD8+, que nous avons vu s'épuiser dans l'hépatite B chronique. Le zinc sérique est le dernier marqueur à chuter en cas de déficit tissulaire. Lorsque son taux apparaît bas dans les analyses, le déficit fonctionnel est déjà installé dans les tissus depuis un certain temps. Et ici, les formes ayant la plus grande biodisponibilité sont le bisglycinate et le gluconate. Et attention, car l'oxyde de zinc, qui est la forme la plus courante dans les compléments bon marché, a une absorption significativement plus faible et génère davantage de résidus oxydatifs lors du processus. Le troisième est la NAC, la N-acétylcystéine, qui n'agit pas comme un antioxydant direct, mais comme un précurseur de la cystéine, l'acide aminé limitant dans la synthèse du glutathion. Le foie peut fabriquer plus de glutathion. S'il dispose de suffisamment de cystéine, et la NAC est la forme la plus efficace pour lui en fournir.
car elle traverse très facilement les membranes cellulaires pour se transformer ensuite en cystéine à l'intérieur de la cellule. Et il existe ici une littérature solide sur la NAC et la fonction hépatique, qui va bien au-delà de l'anecdotique, y compris son utilisation clinique établie dans l'intoxication aiguë au paracétamol, qui fonctionne exactement selon ce même mécanisme, reconstituer le glutathion hépatique que le paracétamol a massivement épuisé. Le quatrième est la glycine, l'autre acide aminé qui intervient dans la synthèse du glutathion avec la cystéine et le glutamate, et qui est le plus souvent ignoré dans les protocoles de santé hépatique. La glycine est également l'acide aminé le plus abondant dans le collagène, et sa carence dans l'alimentation moderne, qui a considérablement réduit la consommation de gélatine, de bouillon d'os et de morceaux de viande contenant du tissu conjonctif, est bien plus répandue qu'on ne le pense. La hiérarchie interne de ce vecteur est importante. D'abord, le sélénium et le zinc, car sans eux, le glutathion ne peut pas fonctionner même s'il y a de la cystéine disponible. Ensuite, la NAC et la glycine pour maximiser la synthèse de ce glutathion qui dispose désormais de la machinerie enzymatique en état de l'utiliser. Et maintenant, passons au troisième vecteur, la photobiomodulation sur le foie. Et c'est le vecteur le plus original du protocole et celui qui distingue cette approche de toute recommandation conventionnelle concernant la santé hépatique. Michael Amblan est l'un des chercheurs les plus cités dans le domaine de la photobiomodulation au niveau mondial. Son travail au Wellman Center for Photomedicine de Harvard a établi le mécanisme cellulaire qui rend possible ce que je vais t'expliquer. La lumière rouge et l'infrarouge proche n'agissent pas seulement sur la peau, elles agissent aussi sur les mitochondries. Et la lumière rouge, entre 630 et 670 nanomètres, ainsi que l'infrarouge proche, entre 810 et 850 nanomètres, possèdent une capacité de pénétration tissulaire que la plupart des gens ignorent. Elles ne restent pas dans l'épiderme, elles pénètrent plusieurs centimètres dans le tissu en traversant la peau, les muscles et le tissu conjonctif. Et lorsqu'elles atteignent les mitochondries, elles agissent directement sur une enzyme que nous connaissons déjà grâce à cette conversation, la cytochrome C oxydase, qui est le complexe 4 de la chaîne respiratoire, le dernier maillon du processus qui produit l'ATP. Et ce que fait la photobiomodulation, la photobiomodulation sur ce complexe, c'est augmenter son efficacité. Elle produit plus d'ATP par unité de substrat disponible, réduit le stress oxydatif mitochondrial et améliore la signalisation intracellulaire, y compris les signaux que les hépatocytes infectés utilisent pour communiquer avec les cellules NK et leur demander de venir les détruire. Lorsqu'elle est appliquée directement sur l'hypochondre droit, qui constitue la zone cutanée spécifique et précise correspondant au lobe droit du foie, la lumière rouge et infrarouge parvient à atteindre efficacement le parenchyme hépatique superficiel en profondeur. Ce n'est pas toute la masse du foie qui a un volume compris entre 1000 et 1500 millilitres, mais c'est une proportion significative des hépatocytes les plus accessibles depuis la surface. Et voici des données préliminaires sur l'activation des cellules NK par photobiomodulation. Il n'existe pas encore de littérature consolidée et spécifique sur l'hépatite B, et il faut le préciser car la clarté scientifique est importante, mais le mécanisme est le même que celui que tu connais déjà sur cette chaîne concernant le travail sur les tissus musculaires, articulaires et neuraux. Et la logique de l'appliquer au foie, étant donné que l'objectif est précisément la fonction mitochondriale, est solide et cohérente avec ce que décrit la littérature existante. Le protocole pratique est le suivant. Un dispositif de lumière rouge et infrarouge à usage domestique appliqué sur l'hypochondre droit pendant 10 à 20 minutes par séance, au minimum 3 fois par semaine. La distance et la puissance de l'appareil déterminent la dose réelle, et ici, le facteur critique est l'irradiance, pas le temps d'exposition. Un appareil de faible puissance utilisé pendant 20 minutes délivre moins d'énergie photonique au tissu qu'un appareil de forte puissance utilisé pendant 10 minutes. Très simple. Et maintenant, vecteur 4, la gestion de l'axe HPA du cortisol. C'est le dernier vecteur car c'est le plus complexe et celui qui demande le plus de temps pour produire des changements mesurables. Il n'existe pas de solution en une seule étape et, sans que les 3 vecteurs précédents fonctionnent comme base, celui-ci non plus n'atteint pas son plein potentiel. L'objectif n'est pas d'éliminer le cortisol,
ce serait aussi nocif que d'en avoir de façon chronique. L'objectif est de restaurer son rythme physiologique naturel, un pic prononcé et net au réveil qui donne au corps l'énergie et la concentration nécessaires pour affronter la journée, puis une chute progressive et soutenue tout au long de la journée, et enfin un niveau réellement minimal pendant la nuit, permettant ainsi au système immunitaire hépatique de fonctionner dans sa fenêtre de performance maximale sans interférence. Et il existe 3 leviers concrets pour avancer vers ce rythme. La première consiste à maintenir le jeûne nocturne pendant au moins 12 heures, et de préférence 14 ou 16 heures chez les personnes sans contre-indication médicale. Et la raison en est que manger immédiatement au réveil atténue le pic matinal de cortisol, ce que l'on appelle en chronobiologie la réponse d'éveil du cortisol, qui est le signal indiquant à l'axe HPA que le cycle a commencé proprement. Ce pic net est prononcé. Un pic de cortisol au réveil, suivi d'une véritable chute au cours de la journée, est la signature d'un axe HPA qui fonctionne avec rythme. Et prolonger le jeûne nocturne permet à ce pic de s'exprimer pleinement et à l'architecture du cycle quotidien du cortisol de se restaurer progressivement. La deuxième, c'est le magnésium bisglycinate pris le soir. Le magnésium est le modulateur physiologique du récepteur NMDA, qui est le récepteur du glutamate. Lorsqu'il est suractivé par le stress chronique, il maintient l'axe HPA dans un état d'alerte permanent, comme si l'alarme ne pouvait pas s'éteindre, même s'il n'y a plus ou qu'il n'y a jamais eu de menace. Le bisglycinate est la forme de magnésium ayant la biodisponibilité la plus documentée et la meilleure tolérance gastro-intestinale. Pris entre 30 et 60 minutes avant de dormir, il réduit l'activation nocturne de l'axe HPA et améliore l'architecture du sommeil, ce qui, à son tour, restaure la garde de nuit des cellules NK et boucle la boucle avec le premier vecteur. La troisième levier est l'exposition contrôlée au froid. Non pas comme une tendance ou un rituel de bien-être vide, mais comme un moyen de réinitialiser le système nerveux autonome grâce à un mécanisme physiologique précis. L'immersion dans l'eau froide ou la douche froide à la fin d'une douche chaude active le nerf vague, réduit l'activité du système nerveux sympathique, qui est le système maintenant le cortisol élevé, et génère une réponse parasympathique que l'axe HPA interprète comme un signal clair que l'urgence est terminée. Chez les personnes avec un taux de cortisol chroniquement élevé, ce signal de fin d'urgence est précisément ce que le système n'a pas reçu depuis des mois. Cela ne résout pas le problème à elle seule, mais cela aide l'axe à retrouver sa capacité à vraiment s'éteindre lorsqu'il n'y a aucune menace réelle justifiant qu'il reste actif. Au début de cette vidéo, je t'ai demandé ce qui détermine si ton système immunitaire gagne ou perd une bataille. Et je t'ai dit que la réponse ne se trouvait pas dans le virus, mais dans l'état du terrain avant que le virus n'arrive. Tu as maintenant la réponse complète. Les 90% n'ont pas eu de la chance, ils avaient le terrain préparé, et non pas parce qu'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que les 3 destructeurs que tu viens de découvrir n'avaient pas encore compromis leur terrain de façon irréversible. Le virus est arrivé dans un foie qui était encore un territoire hostile pour lui et il a été éliminé. Les 10% n'ont pas eu de malchance. Ils sont arrivés à ce moment-là avec un terrain qui, depuis des mois ou des années, était compromis en silence, sans symptômes, pour les avertir et sans signaux d'alarme dans les analyses. Le virus n'a pas trouvé un système immunitaire affaibli par hasard. Il a trouvé un terrain qui, sans que personne ne le sache, se préparait depuis longtemps à perdre. Et ici, il y a quelque chose que je veux te dire directement, car une partie des personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de l'entendre. Si tu es porteur chronique de l'hépatite B, cette vidéo ne te promet pas une guérison. La médecine d'aujourd'hui ne peut pas non plus le faire pour l'instant et je veux t'expliquer pourquoi, parce que tu mérites de le comprendre clairement. Lorsque le virus de l'hépatite B infecte un hépatocyte, il dépose dans son noyau une structure appelée cccDNA, ADN circulaire fermé de façon covalente, et cette structure agit comme un micro-minisson viral qui persiste à l'intérieur du noyau de la cellule infectée, de manière indépendante au reste du cycle viral, et constitue le réservoir, l'archive du virus, à l'intérieur de ton propre foie.
Les antiviraux actuels, le tenofovir et l'entecavir, sont efficaces pour supprimer la réplication virale et protéger le foie contre les dommages progressifs, mais ils n'atteignent pas ce réservoir nucléaire, ils ne l'éliminent pas. Et tout contenu qui te dit le contraire n'est pas honnête avec toi. Mais il y a une dernière information que je trouve pertinente et que je considère importante que tu connaisses. La recherche sur une cure fonctionnelle de l'hépatite B chronique est plus avancée que jamais dans l'histoire. En juin 2025 a débuté l'essai clinique de Tervac B, un vaccin thérapeutique coordonné par Helmholtz Munich et financé à hauteur de 10 millions d'euros par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne, développé par un consortium de virologues et d'immunologues d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni et de Tanzanie. Ce n'est pas un vaccin préventif, c'est un vaccin thérapeutique, conçu pour les personnes déjà porteuses chroniques et dont l'objectif est quelque chose que les antiviraux actuels n'arrivent pas à accomplir. Rééduquer le système immunitaire afin qu'il reconnaisse à nouveau le virus comme une véritable menace et puisse agir contre lui. En mai 2026, les premiers résultats de l'étude chez des volontaires sains ont été publiés, montrant un profil de sécurité favorable et les réponses immunitaires attendues. L'essai chez les patients chroniques, au total 81, est toujours en cours et les données définitives ne sont pas encore disponibles. Mais l'orientation du projet permet d'être optimiste. Et je te le dis parce que tu mérites de savoir que la médecine ne détourne pas le regard et parce que le terrain que tu construiras dans les prochains mois, le micro-environnement de l'hépatocyte, l'horloge circadienne et l'axe cortisol HPA, est exactement le terrain sur lequel ces thérapies futures devront agir. Un système immunitaire en meilleur état répond mieux à toute intervention, y compris celles qui sont encore en développement. Et il y a aussi quelque chose que peut-être personne ne t'avait dit avec autant de clarté. La progression n'est pas inévitable. Le foie que tu auras dans 10 ans n'est pas écrit dans le diagnostic que tu as aujourd'hui, car ce diagnostic décrit le virus que tu portes, mais il ne décrit pas le terrain sur lequel ce virus agit. Et le terrain, contrairement au virus, lui, peut être modifié. La différence entre un foie qui se détériore silencieusement pendant 10 ans et un foie qui maintient le virus contenu sans dommage progressif, ce n'est pas seulement le médicament, c'est aussi le terrain sur lequel ce médicament agit et ce terrain, c'est toi qui le construis. Ce n'est pas une promesse, c'est une probabilité. Et en biologie, améliorer la probabilité de façon délibérée et soutenue, c'est précisément ce que signifie reprendre le contrôle de ta propre biologie. C'est cela la souveraineté biologique, et c'est pour cela que nous sommes ici. Comme je te le dis toujours en avant, et je te lis dans les commentaires.